Bon, je te coupe 2 secondes avant l'épisode, pas longtemps. Ça sera la dernière fois que je ferai un tu connais sur un artiste complet. C'est trop long, le format il fait 28-30 minutes, et effectivement pour YouTube, ça marche pas, on est des zombies là-dessus. Hein. Donc j'ai pas envie que tu finisses à t'endormir derrière ma vidéo, c'est pas le but. Donc la prochaine fois, je ferai de tu connais sur un album. Ça permettra d'être plus court, plus dynamique, mais il y aura toujours le même contenu, à savoir études de style, des anecdotes, un peu de bio, le son et quelques petites reprises et des conseils techniques sur la gratte. Allez, bon épisode et reste jusqu'au bout parce que j'ai bossé là. Oh putain oui, j'ai bossé. Hey! Te voilà. Ah bon, on se connaît? Oh, mais je te voilà, alors je... Tu connais Van Halen? Eddie Van Halen. Edouard Van Halen Lodelfjic. Ouais, avec un nom comme ça, t'imagines qu'il est né où? Bah, aux Pays-Bas. Le Pays-Bas, ce pays magnifique qui nous a donné une bière et un fromage dégueulasse, à savoir l'Heineken et le Gouda. Mais ils sont pardonnés, ils nous ont donné les frangins Van Halen, donc on peut pas leur en vouloir. Van Halen, donc né en 55, ça lui fait 65 ans, arrive aux États-Unis en 62, à l'âge de 7 ans, d'un père musicien. C'est Eddie qui démarre à la batterie et son frère à la guitare. Ils ont vite changé et c'est tant mieux pour nous. Ils forment un combo de reprises dans les clubs qui s'appelle Mamos. Et ils se produisent dans les différents clubs de la Californie, là d'où ils sont donc originaires. Ils embauchent Michael Anthony, lui aussi né en 55, donc à la basse, qui restera avec eux quasiment jusqu'à la fin. David Lee Roth, qui sera surnommé Diamond Dave pour les intimes. Il est né aussi en 55, lui il chante dans un groupe qui s'appelle les Red Ball Jets. Il loue du matos à l'époque au groupe du coin, et Eddie a la bonne idée de l'embaucher en tant que chanteur, plutôt que d'avoir à payer le matos qu'il loue à chaque fois. C'est une bonne idée. Le groupe s'appelle dorénavant Rat Salad. Puis ils finiront par s'appeler Van Halen, parce que David trouvait que le nom de famille des frangins était plutôt cool. Ce qui n'est pas faux en fait. Hein. Ils sont repérés par Gene Simmons. Gene Simmons c'est Kiss. Voilà. Et du coup, Gene Simmons leur finance en 76 une démo live avec quelques titres, dont Running with the Devil et House of Pain. Mais à l'époque, personne ne croit en ce groupe-là et personne ne les signe. En 77, ils jouent toujours au même club où Gene Simmons les a repérés, à savoir le Starwood. Et ce coup-ci, c'est Ted Templeman, qui donc de la Warner Bros. Qui les remarque et qui les signe. Et là, ce coup-ci, donc, ils sont signés chez un gros label. Et ils remarquent surtout le jeu de Eddie, qui n'hésite pas à jouer de dos à l'époque pour cacher un petit peu ses techniques, et puis un petit peu par timidité aussi, d'après ce qu'il est dit. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le tapping, la technique phare de Van Halen, plus d'autres techniques, puisqu'il ne faut pas résumer Eddie juste au tapping, c'est pas lui qui l'a inventé le tapping. Il y a déjà des traces de tapping, même dans Yes, des choses comme ça. Mais par contre, la manière de le faire à cette vitesse, avec cette fluidité et tout, c'est vraiment lui. Donc c'était un peu nouveau et il essayait un peu de garder secret cette technique. Quoi. Donc en février 78 sort l'album Van Halen, tout court, hein, qui se vend à 2 millions de copies. C'est la claque énorme pour l'époque. J'imagine, parce que je n'étais même pas un soupçon dans l'œil de ma mère en 78, quand les jeunes guitaristes de l'époque ont entendu Éruption.
anecdote, Éruption, ce n'est qu'un entraînement, un échauffement dédié en live. Le producteur, Ted, donc, décide d'ouvrir le magnétophone, enfin l'enregistreur à bande, et du coup il capte ça et ça donnera le mythique Éruption qu'on connaît tous maintenant. Ça a vraiment introduit la guitare shred, hein, ça a vraiment mis la guitare dans une nouvelle ère. Il y a l'avant et l'après Van Halen, vraiment. Alors cet album est mortel, il y a plein de chansons d'enfer, il y a Ain't Talking About Love, qu'on connaît déjà tous. Il y a aussi une reprise des Kings, il y aura toujours beaucoup de reprises dans Van Halen. You Really Got Me. Il y a également I'm the One, qui est typique du style de Van Halen plus tard, cette espèce de rythme avec un shuffle très rapide. C'est quasiment impossible de choper l'essence de ce rythme si t'es pas Van Halen toi-même. Et du coup, ça donne des titres complètement ravageurs. Il y a vraiment plein d'autres choses, il y a des petites balades. Bref, pour un premier album, c'est une tuerie complète. En mai 78, le groupe il part en tournée avec Black Sabbath en Grande-Bretagne. Black Sabbath qui est déjà un peu fatigué de toutes ces descentes de pistes poudreuses. Il y aura un Tu connais Black Sabbath dans pas longtemps, je pense. En avril 79, donc, sort le Van Halen 2, qui lui dépasse 6 millions de copies. C'est un bon album qui a été un peu moins aimé des fans. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, les gens l'aiment un peu moins, mais il y a vraiment beaucoup de finesse. Alors, il reste des titres super bien punchy, comme Somebody Get Me a Doctor. Une balade que moi j'adore, c'est Woman in Love. Ça montre vraiment Van Halen est capable de composer des choses complètement différentes. Hein. Cette chanson est super bien faite, avec au début tout ce tapping en harmonique. Le fait de taper au-dessus des cases en harmonique, c'est carrément une tuerie. Tiens, d'ailleurs, je vais vous expliquer comment faire ça. Je prends mes mères. Voilà, c'est beau. Donc en fait, c'est quoi le tapping, l'harmonique à la Van Halen? Tiens, d'ailleurs, j'en profite d'avoir la gratte pour vous faire un petit coup de pub. Je donne des cours de gratte, donc par Skype, par FaceTime. Donc comme je disais dans l'épisode d'avant, tu connais Satriani, je mets le lien quelque part. L'avantage, c'est que c'est Covid-friendly, hein, donc il n'y a même pas besoin de masque et ça fait du bien de ne pas avoir cette muselière. Et du coup, voilà, c'était le petit moment pub, hein, c'est le moment réclame, hein, c'est pour les sous-sous. S'il vous plaît, madame. Donne-nous, madame, s'il vous plaît. Donc tu trouveras ça en lien en dessous là, ou sur mon Facebook, comme tu veux. Donc, rapidos, la technique du tapping en harmonique, on est d'accord qu'à la 12e case, il y a une harmonique naturelle. Si je suis à la 2e case, elle arrive à la 14e case, automatiquement. Eh bien, beaucoup de guitaristes classiques, eux, donc, mettent le doigt au-dessus et grattent avec le pouce derrière. Et les lancent comme ça. Voilà. En plus, ils ont un onglet la plupart du temps, ça permet de les lancer. Grosse spécialité de Chet Atkins, Marcel Dady, Tommy Emmanuel et également Steve Morse. Mais lui, Van Halen, il a une autre idée d'en faire, c'est que s'il la tape juste rapidement, il peut la lancer. Et toute l'intro de Woman in Love et de beaucoup de chansons, Dance the Night Away, énormément d'autres chansons, sont faites avec ces fameux, où là, carrément, s'il a la 9e case, ça fait 21e. Voilà, il tape les harmoniques comme ça, et il fait les motifs. Un peu génial, le mec, non? Oh oui alors! Et sur cet album, il y a aussi une excellente chanson, là, ce coup-ci, où on va revoir ce coup de tapping en harmonique, c'est Spanish Fly.
l'époque, Van Halen, qui tout temps défraie la chronique, part en tournée avec 22 tonnes de matos. Également, David Lee Roth se fait des tonnes de filles et ça ramène la chronique. D'ailleurs, pour l'anecdote, il payait 100 $ à chaque redisque qui lui ramenait une fille avec laquelle il couchait. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Je me dégoûte des fois, tu sais. En 80 sort l'album Women and Children First, qui finira disque de platine outre-Atlantique. Des titres comme And the Cradle Will Rock. Et puis l'intro démente de Fools, qui est carrément le blues version Van Halen. Le son est énorme, vraiment. On est en 80, il y a un son énorme. Je pense qu'il n'y a personne d'autre en face qui peut avoir un si gros son. D'ailleurs, le son sur ces albums, à l'époque Marshall, donc, il faut savoir que Van Halen se sert d'un variac. C'est une espèce de variateur pour changer la tension qui alimente donc ces amplis. Parce qu'un ampli à lampe, en gros, ce que vous lui rentrez, il est multiplié, transformé pour se transformer donc en puissance. Et donc si vous lui changez le voltage, vous lui changez en sortie. Alors c'est peut-être pas forcément super bon pour les composants, mais il n'en a rien à branler. C'est Van Halen, et par contre ça donne un son énorme. En mai 81, c'est Fair Warning qui sort. Alors Fair Warning, c'est celui qui a la pochette dégueulasse. Voilà. Alors, cette pochette dégueu, c'est tiré d'un tableau qui s'appelle The Maze, d'un artiste canadien, je vais vous donner le nom sans l'écorcher. William Kurelek, l'intro. Voilà. Par contre, l'album il est génial, et il y a cette intro d'album, Mean Street. C'est une horreur à mettre en place, j'ai vraiment galéré, et encore je ne l'ai pas rentré du mieux, aussi bien que Van Halen. C'est un espèce de mélange entre guitare où on tape comme sur une percussion à la guitare, de tapping en harmonique, le génie Van Halen quoi. Et en plus il continue sur cet album avec l'excellent et l'énorme Unchained. En 82, c'est l'album Diver Down, avec la pochette qui représente... Ah tiens, la pochette qui représente, ça représente quoi? Eh ben, ça représente le pavillon, quand il y a un plongeur en mer qui est là, on met un petit pavillon pour le signaler aux autres bateaux. Donc voilà, c'est le pavillon des plongeurs, d'où Diver Down, voilà. Donc sur cet album, il y a la reprise de Roy Orbison, Pretty Woman. On connaît plus avec Julia Roberts. Non, j'ai dit Julia Roberts, pas Nina Roberts, espèce de cochon. En avril 83, Eddie enregistre le solo de Beat It, de Michael Jackson. Il faut savoir que la rythmique, c'est pas lui, c'est Steve Lukather. Non, je ne ferai pas de cover de ce solo. Je refuse. C'est No Stairway to Heaven, mais no Beat It. En mai, un autre record. Petite anecdote toujours, du groupe, il reçoit le plus gros cachet jamais perçu à l'époque, 1 million de $ pour l'US Festival. Le soir de la Saint-Sylvestre sort le mythique 1984, donc là c'est pour moi un des meilleurs albums de Van Halen, avec le trop connu Jump, mais l'arrivée des synthés qui fâchera pas mal de fans, et surtout qui finira de fâcher David Lee Roth. Déjà il y a pas mal de tensions dans le groupe,
Et David Lee Roth ne supporte pas les synthés et du coup il quittera le groupe en juin 85 de l'année d'après. Mais il y a un titre qui est vraiment énorme, entre autres, c'est l'inoubliable Hot for the Teacher avec le clip qui est terrible et surtout le tapping du début. Donc, David Lee Roth qui a quitté le groupe est remplacé par l'excellent, j'adore sa voix, Sammy Hagar, qui vient du groupe Montrose. Et d'ailleurs, les fans se moqueront et la presse appelleront le groupe Van Hagar d'ailleurs. En avril 86, c'est 51-50, l'album qui sort, qui sera vendu à 6 millions d'exemplaires, donc le premier album avec Sammy Hagar. 51-50, ça veut dire quoi? 51-50, c'est le code que donnent les flics américains pour une personne complètement dingue qui est dangereuse pour elle-même et les autres et qui est bonne à interner. Voilà. D'ailleurs, Eddie aime beaucoup ce 51-50, il appellera son studio personnel 51-50 et il appellera son ampli signature le 51-50 et on voit pas mal de grattes où il y a l'écusson 51-50. Donc toujours la part belle au synthé avec Why Can't This Love ou Dreams, mais il y a aussi des chansons plus rock comme l'excellente intro de Summer Night. L'album OU812, en anglais c'est, donc si on le divise ça fait How You Hit 1-2, avec mon accent terrible, il est magnifique, ça veut dire oh tu en as mangé aussi, et c'est aussi pour l'anecdote ce qui est marqué sur le garage du film Taxi des années 70. Donc voilà, c'est une période difficile pour les frangins Van Halen puisqu'ils perdent leur père, l'album d'ailleurs lui sera dédié. Donc il y a toujours des ballades de synthé très 80 comme When It's Love, en plus avec la voix de Sammy Hagar qui est vraiment beaucoup plus mélodieuse que celle de David Lee Roth, ça passe à parfait. D'autres titres super sympas comme Cabo Wabo, qui sera d'ailleurs le nom de leur resto mexicain qu'ils ouvrent ensemble. Et aussi une chanson dont je vous jouais on appelle l'intro, qui s'appelle Black and Blue, un vrai bon titre Van Halenien. En 90, encore une petite anecdote, Van Halen attaque les rappeurs de Live Crew pour avoir utilisé le riff de Ain't Talking About Love. En février 93 sort l'album For Unlawful Carnal Knowledge. Comprenez, si vous prenez chaque premier mot chaque première lettre, comprenez fuck. C'est un album qui est super. Déjà, il y a la chanson d'intro Pound Cake. Où je vais essayer de vous le faire plus ou moins parce que j'ai pas retrouvé la même perceuse, vous m'excuserez. Et du coup, en fait, c'est le fait de s'approcher de la perceuse qui vient perturber le chant et ça donne ce son typique. Allez, on voit ça ensemble.
d'autres chansons d'enfer comme Judgment Day avec toute une section de tapping à deux mains où les mains sont renversées sur les manches, il se sert de sa gratte comme un piano, carrément génial. Enfin, vraiment, l'album est vraiment très très bon. Il y a l'instrumental qui s'appelle 316 qui a été composé par Eddie pour la naissance de son fils Wolfgang. On n'oublie pas le nom de Wolfgang. Et puis bref, c'est du grand Van Halen avec du grand Sammy Hagar. Après, il y a un live qui sort, Right Here, Right Now. Très bon live, je conseille, vraiment. C'est vraiment un très très bon live. Puis sort l'album Balance en 95. Alors là, c'est la surprise. Eddie se coupe les cheveux. Il y a des nouvelles guitares qui arrivent aussi. Fini les stripes et toutes ces choses-là. D'ailleurs, dans les années 90, il y en a beaucoup qui aimaient se couper les cheveux, comme Metallica. Ça n'a pas donné forcément les meilleurs albums, mais comme quoi, le rock, ça va avec les cheveux longs. Pense à ça. Donc c'est un bon album, c'est pas forcément le meilleur, le son est vraiment très intéressant, moi j'aime beaucoup le son, il y a des bonnes chansons, il y a l'intro de Seven Steel qui est du grand Van Halen, il y a toujours des ballades comme Can't Stop Loving You. There's a time and place for everything, for everyone. S'ensuit après le Best of Volume 1 avec, fait exceptionnel pour l'époque, le retour de David Lee Roth sur 2 titres, comme sur Can't Get This Stuff No More et Me With Magic. Mais c'est surtout, ce qu'on rappelle de cet album-là, la chanson Human Beings, qui est la BO du film Twister. En 98, Van Halen sort Van Halen 3 avec Gary Sharon. C'était le chanteur d'Extrême. Bon, ça, il remplace Sammy Hagar. Bon, c'est tellement pas un album mythique que même Van Halen n'incorpore pas les chansons dans ses best-of à venir. Enfin, j'ai l'impression que c'est une période qu'ils veulent oublier. C'est pas un album dégueulasse, il n'y a pas d'album dégueulasse chez Van Halen, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur. En 2012 sort l'album A Different Kind of Truth, et c'est le grand retour de David Lee Roth, sauf que là, il n'y a plus Michael Anthony à la basse, qui lui est parti jouer avec les mecs de Chicken Foot, donc Sammy Hagar, qui l'a récupéré un peu avec lui, Satch et le batteur des Red Hot. Je ne me rappelle plus son nom. C'est Wolfgang, le fils de Van Halen, qui prend le rôle de la basse. Donc c'est un très bon album, ça fait plaisir de voir Van Halen comme ça, et je conseille vivement cet album si vous l'avez raté. Van Halen existe encore, et c'est ressorti un très très bon album. Alors, petite anecdote assez drôle, si vous vous rappelez un petit peu de ce film Wayne's World, il y a ce passage où... le mec qu'ils vont chercher pour faire le festival, le Woodstock, raconte que Ozzy refuse de monter sur scène s'il n'a pas 1000 M&M's bruns. Hâte à la recherche de 1000 M&M's bruns pour remplir un verre à dégustation, sinon Ozzy refusait de monter sur scène ce soir-là. Et alors... c'est pas n'importe quoi, puisque en fait Van Halen, dans son contrat des concerts, impose qu'il n'y ait pas de M&M's dans les pots de M&M's qu'il demande de mettre à disposition. Et ça leur permettait surtout de s'assurer, outre le côté délirant, s'assurer rapidement en rentrant dans une loge que le contrat était bien lu. Si vous voyez des M&M's bruns, c'est qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et autre fait un peu dingue, il était demandé aussi des tubes de lubrifiant jelly. Bon, on imagine que ça doit être pour jouer de la guitare plus vite. Autre anecdote un peu plus emotional. Il faut savoir que la guitare jaune, stripe noire, qui était sur Van Halen 2, eh bien, elle repose en paix avec Dimebag Darrell, puisque Van Halen a donné cette guitare-là pour mettre dans le cercueil de Dimebag en disant que Dim était un mec original qui méritait une originale. Donc voilà, c'est quand même dingue, parce que quand on sait que Dim était carrément fan de Van Halen, c'est un putain dommage voilà. C'est dommage de l'avoir quand on est mort, j'imagine, mais c'est quand même génial. Au niveau du matos, on va faire un tour rapide, parce que il y en a tellement eu. Il faut retenir la guitare blanche, toujours stripe, hein, la guitare blanche du premier album. Et après, il y aura donc la guitare jaune et noire du deuxième album. Il y a également la fameuse Frankenstein guitare, là, celle qui a été complètement modifiée par Van Halen. À savoir que le micro, c'est un PAF qui appartenait à une vieille Gibson que Van Halen a retrempé dans la cire pour éviter la microphonie. Il a reparaffiné, quoi, en fait. Hein. C'est un gros bricoleur, il a toujours modifié ses grades dans tous les sens. Alors après, il y a eu de la Gibson Flying V, il y a eu de la Gibson Les Paul aussi, voilà. Il y a aussi une fameuse Ibanez Destroyer qui a été bien Destroyer pour le coup.
Il y a eu une signature chez Peavey aussi, avec voilà, une guitare de chez Peavey. Il y a eu aussi la Ernie Ball Music Man, la EVH, hein, donc celle-là c'est c'est la Axis, elle est devenue la Axis une fois que le contrat s'est terminé. C'est la même, sauf que le sélecteur il a bougé entre là et là-haut. Voilà, c'est une très très bonne gratte et elle est surtout beaucoup plus accessible niveau pépette que la EVH où les mecs se sont un peu... Il y a aussi, et ça j'ai découvert ça dans le truc en faisant la préparation, il y a aussi une Steinberger GL2 avec un système de trans-trem. Alors trans-trem, ça ne veut pas dire que c'est un truc pour les trans, SJW. Non, c'est trans pour transition tremolo, c'est-à-dire qu'en fait, le Floyd permet d'augmenter par palier, et surtout en restant accordé, la hauteur de la guitare. Et d'ailleurs, on a ça en intro de quelques chansons. Et c'est comme si vous aviez, au lieu de mettre un capot, ça tire et ça garde la même hauteur, quoi. Alors après, il y a des Kramer en double manche. Enfin, il y a vraiment eu tellement de guitares. Il y a même des Music Man, une EVH en double manche. Il y en a tellement eu que ça serait impossible de toutes les citer. Il faudrait passer un épisode complet rien que sur le matos. Au niveau des amplis, donc il y a, comme j'ai dit, le Marshall. Il y a eu un Soldano SLO 100. Il y a eu après, bien sûr, les Peavey 5150. Hein, cet ampli a carrément révolutionné le métal, puisqu'à partir du moment où ces amplis sont arrivés, tous les groupes se sont jetés dessus. C'est le son Machine Head, c'est voilà. Donc maintenant, d'ailleurs, ça a été récupéré par Fender, toujours avec Van Halen, avec la série EVH. C'est un bon businessman, le père Van Halen. Donc voilà, le 5150, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, un super ampli. J'arrive à la conclusion. Pour moi, le fait d'avoir rebossé un peu Van Halen pour faire cette émission, en fait, pour rien vous cacher, j'ai démarré en me disant oh, c'est cool, je vais faire Van Halen, ça va être sympa, c'est toujours moins de boulot que de faire un Petrucci ou un truc comme ça. C'est du boulot monstre. Ce mec est un monstre, ce mec est un génie. C'est-à-dire qu'on dit que le guitariste électrique le plus important c'est Jimi Hendrix. Pour moi, c'est faux. Pour moi, le guitariste électrique le plus important c'est Van Halen. Ce mec-là a tout inventé. Ce mec-là a tout révolutionné. Chaque album, il y a quelque chose de nouveau. C'est vraiment un monstre. Et à jouer, bonjour, c'est coton. Hein. Donc n'oubliez pas, si ça vous a plu, de vous abonner, de partager, hein, de liker, de commenter, ça me permet de référencer un peu les vidéos. Voilà. Je répète encore, si vous voulez apprendre des morceaux de Van Halen, n'hésitez pas, on peut faire des cours ensemble via Skype. Et puis écoutez, le prochain, je sais pas. Tiens, le prochain, on va faire un truc, vous allez me le dire en commentaire, ce qui vous brancherait pour le prochain, tu connais. Ouais, on va faire ça. Bon, me sortez pas un truc infaisable, hein. J'ai déjà pas de vie, alors s'il faut que je bosse ça tout le temps, déconnez pas.